et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En, di- en direct de Rimouski, Marie-Ève, tu croiras pas ce que j'ai entendu. J'ai un de mes amis personnels qui m'a dit qu'il était à la gare d'autobus et qui t'entendait jacasser de boxe. Là, il a dit j'aimerais ça la saluer, mais je pense que tu as jacassé pendant des heures en attendant ton autobus. J'ai pas le droit de le Franchement, nommer. J'ai pas le droit de le nommer, c'est mon ancien collègue, il est rendu en politique. je l'ai salué. Je l'ai salué, il était juste à côté de moi. Ah, il m'a dit à jacasse, là, ils sont un groupe de gens, genre, puis là, ils parlent de boxe, puis là, ils disent ça parle fort, puis hein? Bref, oui, effectivement, on était dans le même bus. C'est ça, la vie de grand voyageur. La vie de vedette. Marie, j'avais hâte de te parler, puis même que je vais te dire quelque chose, là, je bouille d'envie de te parler de boxe parce qu'il est trop arrivé d'affaires. Il y a même des affaires qui ne sont pas sur les sujets que même j'ai envie de te parler. Fait qu'on va y aller de l'émission la plus complète de l'histoire. J'ai même, là, dans la dernière semaine, j'ai vécu des grands bonheurs avec la boxe. J'ai vécu féminine, parce qu'on va pas parler de boxe féminine aujourd'hui, c'est notre créneau. J'ai vécu des grands bonheurs. J'ai vécu des grandes surprises. Oui. J'ai vécu des grands étonnements. Il n'y a rien que je n'ai pas vécu. Okay? Fait on a eu un petit peu de peine aussi pour certaines de nos athlètes canadiennes. Bref, c'est la vie, hein? Moi, j'ai vécu cette semaine toutes les émotions. On dirait que la boxe, c'est comme l'amour. Ça en fait vivre beaucoup. On va commencer avec le sujet numéro 1. Puis là, Marie, je vais te le dire. Kim Clavel pouvait devenir la troisième. Mais là, c'est dur parce que moi, je ne veux pas faire de distinction entre la boxe féminine puis masculine parce que je mets tout ça dans le même pain. La boxe, c'est de la boxe. Oui, je le sais, mais c'est dur à dire parce que je ne peux pas dire elle est devenue la troisième boxeur québécois. C'est la première québécoise à être championne dans 2 catégories de poids. Le troisième Québécois à le faire. C'est comme compliqué. Là. Il faudrait qu'on utilise le YEL, mais on ne peut pas. Fait que Kim Clavel, il y a 3 Québécois qui l'ont fait. Il y a Lou Brouillard, il y a Arturo Gatti à 130 et 140 livres, on s'en rappelle. Et là, Kim Clavel devient championne dans 2 catégories de poids. Alors, ma phrase que je veux te dire, Kim Clavel fait partie des grands boxeurs québécois au même titre que Stéphane Ouellet, Éric Lucas, nomme-les. Kim Clavel s'en va direct au Hall of Fame du Québec. Et, Marie, quelle victoire! C'était beau. Là, c'était incroyable. Parle-moi de la victoire parce que c'était un petit peu au 5e round, peut-être que je donnerais le round à Koudos. Elle a eu un moment au 8e, mais sinon, c'était une performance sans faille. Ça ne veut pas dire que Koudos n'a pas essayé des affaires. Oui, il y avait des rounds serrés quand même, des fois, mais on les donnait à Kim, puis on était certain que ça allait à Kim quand même, ces rounds-là. Il ne faut pas dénigrer Koudos, qui a quand même tout donné ce qu'elle pouvait, mais Kim était vraiment prête. À mon avis, Laurent, c'est son meilleur combat depuis ses débuts pro. Elle a
j'ai trouvé brillante. Je l'ai trouvée brillante parce qu'au début, ça a commencé dans la cabine de téléphone, mais après ça, on a tout de suite vu de l'adaptation. Elle a alterné entre la cabine de téléphone puis faire du 1-2 avec un peu plus de distance. On l'a vu faire boxer Koudos à reculons. Puis ça, c'était très efficace. Moi, je trouvais que quand Koudos reculait, Kim marquait beaucoup de points auprès des juges, à mon avis. C'était beau à voir. C'était surtout beau. C'était beau pour les fans, mais c'était aussi beau pour la télé / de zone. Ça, c'est super important parce qu'on peut faire une grande performance, mais que ce ne soit pas une performance pour la télé, si on peut dire. C'est une performance intéressante parce qu'on voit des belles choses, mais là, c'était un combat qui vend la boxe de Kim. Là. Et ça ne pouvait pas mieux tomber parce que c'est le combat principal d'une carte d'MVP, c'est la première fois qu'ils viennent au Québec. Tu fais tes débuts chez eux, tu es signé, puis on s'entend que tout le monde sait qu'il va peut-être y avoir des combats d'unification après contre d'autres grandes athlètes. Il fallait bien réussir ces débuts-là. Il fallait que les gens aient envie d'en voir plus. Et moi, je peux te dire qu'après ce combat-là, j'ai reçu une tonne de messages de gens de l'industrie, des athlètes qui m'ont dit « Wow, Kim s'est beaucoup améliorée, c'était intéressant, c'était le fun à voir. » Beaucoup d'athlètes dans le milieu qui disent hey, « Je ne m'attendais pas à avoir un combat comme ça à soir. » Ça a bien passé, pas juste auprès des fans, mais aussi auprès des gens de l'industrie de la boxe. Que ce soit des promoteurs, des coachs, d'autres athlètes. Chapeau pour ça parce que Yokasta Vaillé était là sur place. Puis j'ai parlé à Yokasta juste après le combat, entre autres. Puis elle m'a dit qu'elle était très impressionnée par le style de Kim. Puis elle m'a dit mot pour mot, il me semble que ça ferait un beau combat, elle puis moi. Il me semble qu'à deux, là, on pourrait vendre ça, c'est quoi un bon combat féminin, là? Ça augure bien pour la suite d'une certaine manière parce que si Yokasta dit ça, c'est parce qu'elle le pense et qu'elle le veut. Et Kim aussi, c'est ce qu'elle veut. Donc, on verra la suite, mais j'ai trouvé ça spectaculaire. Moi, j'étais là pour toute la Fight Week. Kim était heureuse après ce combat-là, elle était émue. C'est l'IBF, c'est une nouvelle ceinture aussi. Elle parlait de la ceinture de son idole Luciane Boutet. La même ceinture. Marie, fais attention parce que tu es peut-être mal renseigné. C'est moi l'idole de Kim Clavel. Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse. Je retire mes paroles. Non, juste faire attention des fois un peu aux faits. Mais moi, je veux te dire, Marie, là, moi, j'y vais, j'ai pas peur de le dire, OK? Je te le dis tout de suite. Là. Si Kim Clavel remporte une deuxième ceinture dans sa catégorie de poids pour unifier, et on peut penser que c'est une victoire contre Yokasta Vaillé, je la propulse au rang des plus grands Québécois d'histoire avec, mettons, Jean-Pascal, Arthur Beterbiev, Lou Brouillard, pour ceux qui aiment ça parler, reculer loin. Là. Moi, je te dis, elle est à une victoire d'être dans les plus grandes athlètes du Canada. Et même que si elle l'emporte, mettons, exemple, elle battrait Vaillé en 2025 ou en 2026, je lui donne même le trophée Lou March remis au meilleur athlète canadien saillant illustré dans le monde. Moi, je pense c'est à ce point-là. Kim Clavel, c'est très spectaculaire. Puis j'aime le portrait complet. Souvent, quand que je veux dire qu'un athlète a marqué l'histoire du Québec, ça prend plus que les performances sportives. Une belle personnalité qui est plaisante. Non, oui, le trophée les trophées qu'elle a gagnés, là, de Pat Tillman, le trophée de la WBC pour l'espoir, je pense. Puis aussi, ça, les gens ne te le diront pas, Marie, moi, je vais te le dire. Toutes les petites filles qui sont allées s'inscrire dans des gyms de boxe parce qu'ils ont vu Kim Clavel à la télévision. C'est Kim Clavel, là, elle a passé l'imaginaire de juste le partisan de boxe. Là. Tout le monde sait c'est qui. Moi, c'est quand je m'en rends compte quand il y a des madames de 50 ans que je suis en train de faire la grève avec mes pancartes qui me disent « Tu devais être content pour Kim Clavel. » Là, je vois qu'on est passé à un autre niveau dans sa popularité. Kim Clavel fait partie du folklore québécois comme Denise Filiatro et La Poune. La suite va être belle, intéressante, c'est sûr. Maintenant, c'est pas si clair qu'on le pense parce que
Yokasta Vaillé se bat le 14 novembre contre la 4e sur BoxRec et Adira Bustillos. Ça devrait se faire. Ça devrait passer. C'est une bonne adversaire, mais je crois qu'elle va conserver son titre. Entre-temps, en octobre, on a un combat d'unification en Allemagne entre Sarah Bormann et Kurori, la japonaise, pour les 2 autres titres. Donc, à la fin de l'année 2025, il va y avoir 3 championnes. La gagnante de Bormann-Kurori, Vaillé et Kim. On sait que l'équipe de Vaillé parle beaucoup. Eux ont déjà une date du 30 janvier pour un combat au Costa Rica qui va être une copromotion avec MVP pour Yokasta Vaillé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça pourrait être Kim là? La réponse est oui, ça pourrait être Kim là, mais est-ce que ça va être Kim là? On ne sait pas parce que j'ai su hier, en parlant avec OR Promotion, Georgina, la promotrice de Kudos, qui vont activer leur clause de revanche. Alors, la clause de revanche semble être ainsi faite, selon ce que j'en ai compris, c'est qu'on laisserait Kim faire une défense optionnelle et la revanche serait sur la gagnante de cette défense optionnelle. Permets-moi de bailler avec tes clauses de revanche, là, même que tu devrais enlever ça au montage. Est-ce que tu sais combien de clauses de revanche que j'ai entendu parler? On n'a pas le choix, il faut aller au Mexique affronter Yenesia Gomez, on va regarder. Ah, mais tu peux toujours te tasser si tu as de l'argent. Non, mais arrêtez de dépenser de l'encre sur du papier pour nous parler de clause de revanche quand la fille a gagné un round contre Kim Clavel. Alors, je fais l'annonce publique. Il n'y aura jamais de combat revanche entre Sol Kudos et Kim Clavel. Écrivez ça sur vos papiers, là. Arrêtez vos histoires. Ça, c'est comme quand la WBC, ils font leur convention. Puis ils mettent 14 combats mandatoires. Puis là, c'est donc bien important. Puis là, on fait des posts sur nos sites. Puis là, incroyable, tel combat est obligatoire. Puis ça finit à chaque année 0 en 14. Il n'y en a aucun qui ont lieu. De toute façon, te rappelle qu'elle avait une clause de revanche obligatoire. Tout le monde est monnayable, c'est-à-dire qu'une clause de revanche, on peut facilement payer quelqu'un pour se tasser aussi. Bref, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai beaucoup parlé avec Mario Vega, le promoteur costaricain de Yokasta Vaillé, parce que son promoteur américain, c'est MVP. Il aimerait aussi faire un combat, eux autres, de leur côté, contre Tina Ruprek à 102 livres pour Undisputed. C'est un combat revanche. Donc, ça se peut aussi que ce soit ça qui target pour le 30 janvier. Donc, ils ont 2 options /3. On verra. C'est proche le mois de janvier. On verra. Il faut commencer par voir. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver le 14 novembre si Yokasta Vaillé se blesse? Peut-être le 30 janvier, ça ne tient plus, là. On s'entend. Donc, on en reparlera à la fin de l'automne. On traversera le pont. C'est ça. Calmez-vous, laissez Kim festoyer un peu, de prendre des vacances, puis après ça, on verra si ça s'en va en unification le 30 janvier. C'est juste ça que je dis. Ah, ben là, si c'est ça qu'ils veulent, tant mieux. Pour faire notre job, là, tu sais. C'est ça, voilà. Les promoteurs, si le gérant parle trop, nous, on ramasse les propos. C'est ça, exactement. Mais en gros, la valeur de Kim est à la hausse. Elle a réussi sa première sortie avec MVP. Tout le monde était heureux dans le Stade Saint-Denis. Donc, la vie est belle, tout va bien. Et c'était beau, ça. Puis, j'aurais aimé ça que tu accroches un peu plus à ma comparaison de Denise Bombardier, Lapoune, Kim Clavel, les 3. T'es déçu de moi, je m'excuse. Là, tu n'as aucun entrain. Je ne sais pas ce que tu as. Ouais, je m'excuse, ça n'a pas marché avec moi. Là, Marie, là, je pense qu'on a fait le tour avec Kim Clavel. Avant de parler du reste du gala, on va aller avec la nouvelle d'importance parce que c'est important de pacter les grosses nouvelles au début. Ouais. Moi, j'étais tranquille chez nous, au travail, puis là, je commence à entendre il se passe quelque chose. Là, j'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas. Je croyais pas ça possible, OK? Je trouve d'habitude, on fait attendre, c'est compliqué. Mais là, je veux te dire, je n'ai pas préparé une chronique, mais j'ai préparé une idée dans ma tête que je veux te dire et que je veux dire aux millions de personnes qui t'écoutent. Je t'écoute. Souvent, il y a comme un momentum qui s'est créé que là, on est triste un peu, OK? Quand Vanessa est allée affronter Clarissa Shields, ça n'a pas super bien été. Marie-Pierre Roule est allée affronter Stéphanie Pinheiro-Aquino. Ça n'a pas super bien été. Puis là, on voit Léla Baudouin qui s'en va contre Bob Garner. Il y a une certaine frange de la population qui fait juste faire la vieille règle de 3. Tu sais, ça va être pareil. Mais là, je veux vous dire, moi, j'ai réfléchi, OK? Puis c'est ça que je veux te dire. Ce que j'aime en boxe, là, c'est quand
quand un boxeur va, ou une boxeuse va pour la première fois en championnat du monde, j'aime ça quand tout est parfait. J'aime ça quand on n'a pas brûlé d'étapes, quand on n'a pas été surpris par un téléphone, quand on ne se fait pas appeler et dire hey, dans 13 jours, peux-tu venir en championnat du monde? Puis là, on va essayer, tu sais, puis on arrive là comme le vulgaire côté B de l'équation. Ici, je trouve, parce que si je prends Vanessa, je vais faire un petit détour. Vanessa, elle avait eu un combat difficile contre Avril Vidal. Puis là, elle avait eu des petites victoires. Puis là, boum! Mais on ne se prépare pas contre Claressa Shields. C'est plus ça mon point. Fait après ça, Marie-Pierre Roule, elle avait eu des combats difficiles. Elle avait eu un match nul. Là, elle arrive là-bas, mais on ne la connaissait pas, Pinero. On pouvait y croire. Mais la différence avec Léla, c'est qu'elle a eu le combat parfait pour arriver à ce niveau-là. Elle a fait exactement la petite montée. Vous ne savez pas à quel point Hélène Mécaleb, c'était une adversaire compliquée que Léla a complètement débattu. Léla mérite amplement ce combat de championnat du monde-là en ayant knocké Hélène Mécaleb. Il n'avait jamais été knocké. La performance de la soirée au centre Vidéotron. Léla est à la place où elle doit être, au moment où elle doit être. Et là, je vais vous assommer. Je sais que tu ne le diras pas, moi je vais le dire. Alicia Baumgartner, depuis qu'elle s'est fait prendre, c'est plus la même endurance, c'est plus la même fille. Léla Baudouin a des chances plus que légitimes de battre Alicia Baumgartner le 14 novembre prochain. Oui, je considère que c'est un combat très serré. Les gens qui vont me tirer des tomates pour ça, ben attendez de voir. Parce que n'oubliez pas que c'est un combat sur du 12 rounds de 3 minutes, ce qui est nouveau pour les deux. Donc, je crois en partant que celle qui va avoir la meilleure stratégie de préparation va avoir un petit avantage. Et on sait que Léla est très bien entourée. Elle est entourée de Sam Descaries, qui est très bon pour les stratégies. Elle a Caroline Vert comme partenaire de sparring, qui a déjà été le partenaire de sparring de Baumgartner et qui connaît très bien la fille. On a ici tout pour monter une stratégie. Et déjà à Miami depuis 2 semaines. On a de quoi monter une stratégie intéressante ici. Alors, moi, j'y crois vraiment. Maintenant, tu as raison. Baumgartner n'est plus la même Baumgartner que celle qu'on a vue contre Terry Harper et Michaela Mayer. Il y a des changements, il y a une évolution même dans son physique. Son dernier combat contre Miranda, beaucoup de gens l'avaient perdante, incluant moi-même. J'avais Miranda gagnante. Puis beaucoup de gens de l'industrie, pas juste des fans. Maintenant, c'était un combat serré pareil. On ne criera pas au vol non plus, mais ça reste que Jennifer Miranda, comment elle a fait pour passer sur Baumgartner de la manière dont elle l'a fait, c'est sa forme physique. Elle était top shape, c'est une fille qui s'entraîne avec Keiko Roma. Et je pense qu'elle est là, si elle mise sur sa forme physique, si elle mise sur travailler vraiment le rythme de son combat pour ne pas gazer out, c'est là que ça va devenir payant parce que Baumgartner gaspille beaucoup d'énergie à lancer des coups de puissance. Elle n'aime pas beaucoup le volume. Donc, c'est là où on a peut-être une opportunité pour Léla de monter une stratégie qui est brillante. Là. Maintenant, ça ne va pas être un combat facile parce que pour les femmes, c'est pas que les femmes ne sont pas capables de faire du 3 minutes x 12. C'est que toute ta vie de chez les pros, tu travailles sur un rythme de combat de 2 minutes x 10. Alors là, j'aimerais t'induire en erreur. C'est justement l'inverse complètement que Léla militait dans ses propos. Là, si tu lis ses propos avec Kevin Dubé, elle milite complètement l'inverse, qu'elle s'est entraînée sur 3 minutes toute sa vie, puis que c'est dans le ring qu'elle fait 2 minutes. Fait que là, t'obstines les propos de Léla dans le journal. Ils disent tout ça, les boxeurs, OK? Sauf que faire du 12 rounds de 3 minutes, il n'y a personne qui fait sans sparring one shot. OK? Fait que lâchez-moi ça, là, les boxeuses qui disent j'étais chez les amateurs et j'ai fait du 3 minutes parce que des 3 minutes, c'est des 3 rounds de 3 minutes chez les amateurs. On ne parle pas de 12 rounds. Donc là, moi, je casse ça tout de suite. Oui, il y a une différence. Puis il y a une différence pour beaucoup de boxeurs. La preuve, c'est qu'il y en a qui gazotent même sur 2 minutes. Donc, puis chez les hommes aussi, ça gazote sur du 3 minutes. Donc ici,
c'est de réapprendre à gérer ton round, parce que quand tu es avec l'adrénaline dans un contexte de combat, puis tu fais du 2 minutes, puis tu as 50% de temps de récupération dans le coin, 1 minute de récupération pour 2 minutes de round, c'est pas pareil comme 3 minutes, puis un tiers de récupération, du 3 pour 1. Donc, avec l'adrénaline et tout, la meilleure préparée va avoir un avantage. Et c'est pas en sparring seulement qu'on apprend ça, c'est toute l'expérience. C'est comme si toute ta vie, tu as fait sous l'adrénaline un autre rythme, puis là, tu arrives avec un nouveau rythme. C'est là la différence. Ils disent tout ça, les boxeurs. Il n'y en a pas un qui ne me dit pas ça. Ah, moi, je fais du 3 minutes aussi, ça va bien. Je comprends, mais même chez les gars qui font du 3 minutes x 10, x 12, ça gazarde des fois. Donc, on va voir qui va être la mieux préparée. Moi, je demande juste à voir. C'est 2 boxeuses qui ont déjà gazé out dans le passé, mais Leila s'est beaucoup améliorée. Sa condition physique est bien meilleure que quand elle est passée pro. Baumgartner, je ne suis pas prête à dire ça. Je trouve qu'elle a encore de la misère des fois sur la longueur. On verra. Moi, je demande juste à voir, puis je demande juste à dire « Hey, j'ai un bon combat en avant de moi. » Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour l'avoir. Est-ce qu'elle est là une chance? Oui. Totalement. Là, Marie, je vais juste envoyer... mais là, je vais m'assumer. Je voulais envoyer chier Martin Leclerc, le journaliste qui... J'ai trouvé ça là, vraiment inélégant. Tu sais, Léla Baudouin a fait un article avec Kevin Dubé où elle milite pour les rondes de 3 minutes. Là, elle parle à Kevin Dubé, mais tu sais, ils sont face à face, là, je sais, ils sont parlés comme en vidéoconférence. Je ne sais pas trop comment. Après ça, Martin Leclerc, il n'a jamais parlé à Léla. Il a juste comme repris la citation, puis il a monté un texte, puis où il a fait quand même mal paraître, là, si tu lis le texte. Je veux dire, journaliste de bas étage, genre, c'est un peu cheap, genre, t'appelles même pas la personne. Martin Leclerc, ça, c'est comme je l'aime bien, là, c'est un expert du Canadien, mais à chaque fois, il y a comme une confrérie de journalistes qui, à chaque fois qu'ils prennent la plume sur la boxe, c'est juste pour démoniser le sport, puis à la limite, ça les intéresse pas, puis là, ils se disent, ah, OK, il y a un combat en fin de semaine, ah, OK, je vais écrire un texte pour planter la boxe. Allez donc chez le diable, occupez-vous du 4e trio du Canadien. Tu as passé ton message. Mais tu sais, il y a toujours... C'est toujours ça, des sports de combat. Ça polémise. Hein? Fait que c'est facile d'écrire des textes pour aller chercher des lecteurs. C'est toujours facile. Oui, mais quand même, donne la parole à Léla si tu veux la faire mal paraître dans ton texte. Là. Je suis bien d'accord. Je ne peux pas te contredire là-dessus. Je suis bien d'accord. Bref, Léla, on a le temps d'en reparler en masse. C'est le 14 novembre que ça arrive. Demi-finale sur Netflix. Ça va être une énorme plateforme aussi. C'est nouveau pour Léla. J'ai hâte de voir comment elle va vivre ce rêve. Elle dit que c'est un rêve qu'elle vit présentement. C'est beaucoup de travail aussi, une Fight Week chez MVP. On a juste à le demander à Tam Thibault, à Kim Clavel qui vient de passer à travers d'une. C'est beaucoup de travail et ça va être beaucoup de travail, d'autant plus que c'est énorme. C'est dans un grand aréna avec une grande plateforme. C'est sûr que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je m'attends qu'il y ait un certain beef aussi entre les deux filles, même si Léla va faire attention. Je l'ai trouvée très bonne en conférence de presse, très posée. On sait que les deux filles ne s'apprécient pas beaucoup. Moi, je l'ai trouvée digne. Genre, tu sais, elle était bien habillée avec son petit tailleur, elle avait le menton haut, elle souriait comme de manière agréable sans être arrogante. Tu sais, je l'ai trouvée parfaite dans cette semaine-là. Elles sont très différentes, les deux filles. Là. Donc, attendez-vous. Celle qui va le rester le plus focus, excusez-moi l'anglicisme, là, mais qui va focaliser sur le but de la meilleure manière possible, aussi avoir un avantage. Ça peut devenir une grosse distraction très rapidement si on dérape. On sait que Baumgartner, rappelez-vous du coup de pied à Michaela Mayer dans une pesée, ça avait joué dans la tête de Michaela d'une certaine manière aussi. C'est pas quelqu'un de doux dans les Fight Week, donc il ne faut pas en tomber dans le panneau. Et surtout, Léla et elle ne s'aiment pas tant, comme je disais. Donc, il faut quand même doser, savoir où le beef doit arrêter, puis à quoi répondre, puis quand est-ce qu'on doit continuer son chemin. Ça, c'est à Léla de voir. Pour l'instant, ça s'est bien passé. J'ai trouvé ça correct. Je pense qu'elle sait se comporter en public. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Ça peut être long, ça peut être long de préparation de combat à suivre. Quoi d'autre? On revient dessus sur Tamara Thibault? Tamara Thibault, moi, j'aimerais ça qu'on en parle aussi longtemps que le combat. Tu sais, je veux dire, bravo.
Mais Christina Mazzota n'avait pas d'affaire dans le même ring que Tamara Thibault. Elle avait juste un combat en carrière. Puis là, c'est la vieille histoire que Tamara est habituée de se battre sur 3 minutes. Fait que, tu sais, ils ont scrappé un combat, là. C'est juste pour nous la montrer, là. Mais c'était un beau knockout. On ne peut pas dire que c'était pas bien construit. Ça ne servait à rien. C'était inutile. C'était deux adversaires qui ne sont pas au même niveau. Tant mieux pour Tamara. Tamara devrait se battre en championnat du monde le plus vite possible. Elle n'a pas besoin de faire des combats contre des gens qui viennent d'une autre. C'est pas le même niveau, là. À la limite, c'est dangereux. J'en veux plus des combats de même. J'ai aussi trouvé le choix de l'adversaire très faible. Sur le coup, on ne pouvait pas savoir parce qu'on avait peu d'infos, mais on s'en doutait fort. On va dire ça de même. Avec le 1-0, pas gros de carrière amateur, on s'en doutait fort. Puis c'est ça. C'était ça un 6 rounds parce qu'au Québec, il n'aurait pas autorisé plus à une fille de ce type. La régie surveille beaucoup. Elle est chanceuse de ne pas s'être fait imposer un 4-0, un 4 rounds contre une fille d'un 0. La régie était fine de mettre un 6-0, d'autoriser un 6 rounds là-dessus. En passant, j'ai un autre message pour les journalistes. Il y en a des millions qui nous écoutent. Puis moi, je veux tout. Passe tes messages. Hein? J'ai tout qui maïssent aujourd'hui. Genre. Hey, les journalistes, Yvon Michel a été convoqué par la régie. Le gala a failli être annulé parce que son nom apparaissait sur pas beaucoup de contrats. Il a été convoqué. Personne n'a repris ça. Genre, tout le monde le sait. Personne n'a fait un encore. Personne n'a rien écrit. Genre, il va te faire me fasse engager par la presse. Genre. Mais après ça, je suis allé sur le 3 puis 2 minutes, mais personne n'a repris ça. C'est pas d'intérêt public. Genre. C'est un autre message de passer. T'as-tu fait du bien d'en parler? Mais non, mais je dis là, nos journalistes, ils ne travaillent plus, personne. Genre, si moi je le sais, ils le savent. Là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est sûr que tout le monde le sait. On va se le dire, c'est sûr. Quoi d'autre? Il y avait d'autres combats féminins sur la carte. Vite, je veux juste saluer Amanda Galley qui faisait un retour après 10 mois d'inactivité. C'était un ring. Tu sais, j'ai demandé à Amanda, t'avais-tu du ring rust? T'avais-tu de la rouille un petit peu dans les articulations? Puis elle m'a dit non, pas vraiment. Mais Amanda ne défendait pas son titre IBO cette fois-là parce que justement, c'était un combat de retour. Mais elle s'attend à avoir probablement un autre combat d'ici la fin de l'année où elle pourrait défendre son titre. Elle, ce qu'elle vise, puis elle me l'a dit clairement en entrevue, c'est Sugar Nicks pour Undisputed. Mais je veux dire, elle ne te l'a pas juste dit à toi en entrevue parce que je pensais qu'elle n'allait jamais lâcher le micro du. Ah non, elle était partie. Elle était partie au micro. Elle courait après, tu sais, pour continuer à parler. Elle m'a dit que c'était l'adrénaline, que ça faisait trop longtemps qu'elle était absente. Elle s'est excusée après ça en entrevue. Elle dit, mais est-ce que j'ai trop parlé? Je dis, non, c'est pas grave. Ça fait partie de ta personnalité. Elle a bien fait quand même. Moi, je suis pourri en anglais, fait que j'ai quand même la barrière de la langue. Là, comme des fois, quand mettons, je vais passer face à face avec Amanda Galley, je vais la saluer. Mais malgré la barrière de la langue, c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui était comme fortement sympathique. Elle est fine, je l'avais vu dans un gala de. Je pense que c'était Jean-Pascal contre Michael Leifert où elle était présente, puis ça avait vraiment l'air d'une belle petite joie de vivre. Elle se tient beaucoup, elle travaille avec Lindsay Garbett qui est dans son coin. J'ai pu parler avec Lindsay aussi qui était là. C'est un duo inséparable de travail. Ils s'entraînent ensemble, puis l'une est dans le coin de l'autre aussi. Donc oui, c'est quand même un beau combat pour elle. Amanda elle a un bon jeu de pied rapide. Des fois, elle a les mains un petit peu basses. L'adversaire, je veux juste mentionner quelque chose d'intéressant. Elle n'a pas fait le poids. L'adversaire était une livre over. Je suis allée chercher de l'information parce qu'il y en a qui me disaient c'est pas professionnel, etc. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Puis ce qu'on m'a raconté, c'est que la pesée devait avoir lieu à 9 ou 10 heures le matin, la pesée officielle, et elle a été reportée à 11h, 11h30. Et dans le fond, la petite, elle a mangé avant. Et on l'a vu manger. Il y a des gens qui l'ont vu manger. Donc, est-ce que c'est par manque de professionnalisme ou parce qu'elle était sur le bord de perdre connaissance, parce qu'elle faisait une grosse coupure de poids puis elle a choisi sa santé? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas fait le poids d'une livre, probablement parce qu'elle a mangé avant sa pesée. C'est mon avis. C'est une fille qui était habituée de faire des beaucoup plus petits poids que ça. On l'avait vu plus tôt cette année à 112 livres. Mais elle est arrivée, elle a fait 119 livres à la pesée après avoir mangé. Mais Marie, on lui en tient pas rigueur. J'en tiendrai pas rigueur. Elle a quand même bien fait. Par contre, elle a donné une belle opposition à Amanda, mais Amanda méritait sa victoire. Puis je pense que ça lui a donné une belle tribune pour la suite. Naomi Vaillé, juste vite.
je ne veux pas en parler longtemps, mais elle n'était pas prête pour le combat qu'on lui a amené. C'est une fille qui était 14-0, mais contre des. Elle a beaucoup affronté des mères de famille ou des filles qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Comme ouais, mais ça arrive, là, mais. C'est une fille qui s'entraîne sérieusement, mais ses bases ne sont pas encore totalement acquises, puis elle a juste 21 ans. Fait qu'on l'a consolée un petit peu après en lui disant que sa sœur elle-même avait perdu, puis que c'était à elle de décider si elle veut faire de quoi avec cette défaite-là ou pas. Fait cocasse. Ben, pas fait cocasse. Fait intéressant. L'adversaire, Federica Macri, je lui ai parlé, c'est une fille qui a commencé à boxer en 2021 seulement. Premier combat amateur. Donc, en 4 ans, elle a quand même une belle progression. C'est pas une future championne du monde, mais c'est une fille qui vivait sa best life. Elle avait du fun. Je sais pas si les gens ont vu le combat dans le ring, mais elle lançait ses coups, puis elle souriait, là, elle mordait dans le mode peace en souriant. Elle avait du fun en Moses d'être là où elle est. Puis, elle vit sa best life, elle voyage. Elle a de la visibilité, elle découvre des pays, puis elle boxe. C'est un petit peu ça. C'est ça qui est ressorti. La fille aime Lomachenko, elle aime plein de gens, puis elle a plein d'inspiration, mais elle s'attend juste, elle vit au jour le jour d'un combat à l'autre. Marie, moi, j'ai commencé à être heureux quand j'ai vécu dans le moment présent. C'est quoi que tu veux me parler, là, la suite? Parle-moi, choisis un sujet. On peut-tu parler de Marie-Pierre Roule ou d'Evelyne Bermudez? Je vais parler de Marie-Pierre Roule, puis je vais prendre le cornet, comme dirait ma grand-mère. Vas-y, mon cher. Il y a 2 choses que je veux dire. C'est certain que j'étais amèrement déçu, parce que quand on voyait la fiche de Pinheiro, puis le fait qu'elle n'avait pas énormément d'expérience, comparé à Marie-Pierre Roule, qui avait fait clairement une belle performance contre Sandy Ryan, on pouvait penser que ce combat-là était 50-50 avec un risque que les juges donnent une décision, un combat serré irait du côté de Pinheiro. C'est un peu comme ça qu'on appréhende le combat, mais moi, je m'assois puis je me dis, on va avoir un long combat, on va avoir quelque chose de solide, puis c'est les juges qui vont probablement trancher. Puis là, tu t'assois. Premier coup de poing de Pinheiro, c'était réglé. Marie-Pierre n'a pas été capable de prendre le coup de poing. Elle n'a pas récupéré. C'était fini. On le savait. Les gens qui ont écouté beaucoup de boxe savaient qu'au premier coup de poing, que c'était terminé. Puis ça, c'est décevant. Si je suis honnête, ce ne sera pas facile de repartir Marie-Pierre Roule parce que contractuellement, je pense qu'il y a des histoires qui disent que son contrat finit à la fin du mois de novembre. Est-ce qu'elle va devenir un côté B de l'équation? Est-ce qu'il y a vraiment un promoteur québécois qui va lui offrir les 3 combats qu'elle a besoin pour remonter jusqu'à là-bas? Est-ce que son gérant va y payer de sa poche? Je ne le sais pas, mais c'est soit que tu deviens un côté B de l'équation ou soit que quelqu'un paye tes combats. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé à des journalistes qui sont allés la rencontrer quand elle a fait une conférence de presse le mardi après. Et il y a quelque chose qui est revenu de tous les journalistes. Elle a parlé avec un aplomb et elle a impressionné les journalistes sur place qui ont fait comme ça, c'est quelqu'un qui a de la classe, qui est solide dans ses oreilles. Puis, et elle s'assume aussi. Tout le monde est impressionné de sa conférence de mardi. Elle est retournée d'un gala amateur, elle est partout, elle est souriante, la vie continue, la boxe. Puis tu vois, même Kim l'a dit un peu, la vie, c'est pas que la boxe. C'est ça, il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. Marie-Pierre, oui, elle a trébuché, c'est-à-dire qu'elle a eu un coup qui l'a affectée dès le début de son combat, puis ça s'est terminé rapidement. Pinheiro, c'est une fille qui frappe fort. Même si elle n'a pas beaucoup de knockouts chez les pros, la réputation qu'elle avait chez les amateurs, c'est de frapper lourd. Donc, c'est ça qu'on a vu. Elle l'a pincé, elle est assez rapide aussi quand même, Pinheiro. Fait qu'elle l'a pincé, puis c'est un coup qui a surpris Marie-Pierre, puis elle n'a pas pu récupérer. C'est un peu ça qu'elle expliquait aussi aux journalistes dans sa conférence de presse, c'est qu'elle n'a pas été capable de récupérer de ce coup-là. Elle n'entendait plus son coin. Elle n'entendait pas, tu sais, si on avait demandé, même si on criait de s'adapter ou peu importe, whatever. Oui. Des fois, là, t'es sonné et tu n'entends plus ton coin. C'est ça, c'est la boxe, c'est un sport de combat. On se lève pas et on dit, je vais écouter mon coin puis je vais changer des choses. Non, mais je sais, Marie, mais
Pour le commun des mortels, c'est surprenant que la première gauche connecte parce qu'on a l'impression, on est tout comme, ben là, elle a dû se préparer pour une gauchère. Comment ça a connecté flush de même sur le premier coup? C'est un peu l'idée qu'on a tous. Il y a eu une petite erreur, des fois, c'est une fraction de seconde, l'autre est un peu plus rapide, elle passe par-dessus la garde, c'est fait. Là. Un cogneur, c'est un cogneur, puis Pinheiro, c'est une fille qui a les mains lourdes, qui pourrait faire, elle n'a pas encore, on n'a pas encore vu l'arsenal de ses capacités, mais on sait qu'elle peut cogner dur. Puis, il faut être préparé à ça. Peut-être qu'ici, le coup a passé, puis Marie-Pierre s'y attendait pas. La garde était peut-être un peu basse. Peu importe, c'est fait. Maintenant, si elle veut retourner dans des gros combats, puis pas être un côté B, idéalement, il faudrait qu'elle redevienne aspirante. Donc, on la remonte dans une position dans ses rankings, puis ça prend un promoteur pour l'appuyer pour faire ça. J'espère juste qu'elle va pouvoir trouver les ressources nécessaires autour d'elle si son contrat se termine ou que quelqu'un va dire, regarde, moi, je vais t'aider à revenir, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on fait après, quelle va être la suite. Parce qu'elle est bien entourée quand même, Marie-Pierre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour d'elle fort pour lui trouver des combats, des opportunités. Ça serait dommage qu'elle devienne un côté B. On peut encore, en la gardant côté A, si on l'amène mandatoire, de nouveau. Ben, c'est du travail, ça prend, comme tu dis, 3 combats. Quand même aussi, genre, c'est cher. Des adversaires. Ça prend 3 combats à peu près, pour pouvoir revenir dans les rankings, parce qu'elle est à 147 livres, il n'y a pas 50 000 boxeurs non plus. Donc, il faut faire les combats stratégiques au bon moment, le timing est là, puis faire le bon PR auprès des associations pour te refaire ranker. C'est pas la seule qui a eu une difficile journée au bureau, by the way, parce qu'on a Sarah Bailey qui a rushé aussi pas mal sur son combat contre Evelyne Bermudez. Est-ce que tu sais quoi? On va parler d'Evelyne Bermudez, puis sais-tu qu'est-ce que tout le monde m'a dit le lendemain? Parce que tout le monde m'écrit après ou le lendemain. Ça fait juste nous expliquer à quel point Kim Clavel est bonne. Parce que dans la tête de 8 partisans de boxe sur 10, Kim Clavel a battu Evelyne Bermudez. Oui, mais c'était un combat serré. On peut pas dire l'inverse. Mais là, Bermudez s'est débarrassée de Bailey au premier round. C'est un combat où, si on est honnête, là, les gens qui connaissent beaucoup leur boxe féminine, on avait tous l'impression que Bermudez, ce serait un petit peu trop pour Bailey. Après, elle n'a pas énormément de combats en carrière. Bermudez, elle est vraiment très, très bonne. Mais on espérait. Là, on espérait un peu tous, mais là, ça a été violent. Le clan Bailey était très confiant, mais il ne faut jamais négliger. Puis je parle aussi pour Tam Thibault, qui est un peu dans la même situation que Sarah Bailey, où on fait une ascension fulgurante sur peu de combats. Quand tu arrives au top, pour rester au top, il faut que tu affrontes les meilleurs. Puis quand tu n'as pas beaucoup d'expérience en nombre de rounds chez les pros, avec des plus petits gants, avec des plus petits rings, avec des règles différentes, ça peut avoir une influence. Ici, j'ai l'impression que Sarah Bailey a manqué d'expérience, comme tu dis. Marie, attends, avant, je te laisse continuer, mais avant, j'aimerais crier. Je suis pas d'accord! Tu cries tout le temps que tu n'es pas d'accord, dans le fond, on est d'accord pareil. Vas-y, je t'écoute. Bermudez a beaucoup plus de boxe dans le corps puis de niveau que Desley Robinson ou Kay Scott, là, les filles qui sont au sommet des 160. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi si on envoyait, mettons, Thibault contre Franken Crudezern en novembre, là, mais Bermudez, c'est du très gros calibre. Là. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Tamara Thibault, elle aussi, bientôt, elle va être rendue là à devoir affronter les meilleurs tout le temps. Donc, le fait de faire des knockouts en 1 minute, comme elle l'a fait dernièrement, ça lui amène pas de l'expérience de ring. De là, un peu ton commentaire de dire que c'est de valeur que l'adversaire était trop faible. Dans le cas de Bailey, c'était pas ça. Bailey n'est pas une fille faible, mais c'est une fille ici qui a fait quoi, 200 combats amateurs sur les règles des amateurs. Et là, qui est devenue championne en 3 combats et demi. Et là, quand tu es champion, il faut que tu le défendes, ton titre. Puis là, ça s'en allait en unification contre une fille qui a immensément de profondeur, qui est Evelyne Bermudez, qui a du sparring incroyable tout le temps. Sa sœur Daniela, mais Ramenzi aussi, des filles comme ça, le Koudos, comme ça. C'est toutes des filles qui se partent ensemble, qui a du sparring de très haute qualité toujours, qui est très focalisée sur le but. C'est une fille tranquille, qui a un rythme de vie tranquille et qui n'est pas bavarde. Mais moi, j'ai une autre histoire à te raconter.
J'ai une amie qui est très proche de Kim Clavel. Et Kim a raconté aux gens autour d'elle que Evelyne Bermudez frappait excessivement fort. Puis Mais c'est oui. pour ça que Kim, elle avait comme le poing tout le temps scotché en défensive parce que elle frappe en jouant le vert. Puis Kim avait comme un peu, ben là, peut-être que je m'avance, mais je pense que Kim avait un peu annoncé aux gens autour d'elle qu'il faut surveiller la force de frappe de Bermudez dans ce combat-là. Il fallait surveiller, puis tu sais, Bermudez est grande pour sa catégorie de poids, on va le dire, elle est plus grande que les autres 108 livres. En étant grande comme ça, quand les filles veulent esquiver, là, puis qu'ils veulent passer en dessous, quand elle attire, souvent elle accroche le dessus de la tête. Et ça finit par faire mal, parce que même si ce n'est pas des coups francs tout le temps, le fait d'accrocher sur le dessus, ça finit par sonner l'adversaire. Ça, c'est la façon dont on esquive. Elle est rapide, elle tire, puis les filles accrochent carrément en dessous. Bref, on dirait que tu vas lancer des coups de poing. Oui, hein? Mais tu sais, Sarah Bailey, elle a goûté à ce médecine-là parce qu'on a vu 2 coups l'atteindre. Un coup vraiment dru, puis un coup sur le côté / dessus de la tête. Elle était sonnée, là. Il y en a qui m'ont dit « Hey, l'arbitre a été un peu rapide, c'était pas douloureux, si je ne me trompe pas. » J'ai fait « Non. L'arbitre était sonnée, là. Elle ne tenait pas sur ses jambes, quasiment, là. » Le monde, sont-tu fatigants? J'ai même entendu ça pour Tamara, tu sais. Non, il faut protéger l'athlète, là. Le rôle de l'arbitre, c'est de faire l'arrêt au bon moment. Tu sais, on chiale quand les arbitres attendent trop longtemps, mais on ne peut pas chialer pour l'arrêt de Sarah Bailey, là. C'était justifié. Il y en a qui veulent voir des drames à peu près aux 2 semaines, mais je voudrais te parler d'Albert Padulot, à qui, moi et toi, on souhaite une bonne retraite. Il a travaillé sa dernière journée à la Société de transport de Montréal. J'ai vu ça sur les internets aujourd'hui, sur Facebook. Monsieur prend sa retraite. On lui souhaite une bonne retraite, mais il n'est pas à la retraite de la boxe, je vous dis tout de suite. Non. On va continuer de le voir. C'était aussi lui qui était là, si je ne me trompe pas, pour Kim Clavel contre Koudos en fin de semaine. Monsieur a de plus en plus les gros combats. Hein. Il travaille bien. Il a une bonne réputation. Il obtient des combats. Il obtient des combats, bonne réputation. Tout ça pour dire que pour Sarah Bailey, Laurent, je veux juste terminer avec ça. Elle aussi, un peu comme Marie-Pierre Houle, elle va devoir se repositionner mandatoire parce que ça va être très difficile pour elle d'avoir un combat de championnat tout de suite. On s'entend que là, Bermudez a 3 titres, puis l'autre titre va se disputer entre Plata et Loulou Juarez sur une carte d'MVP dans à peu près 2-3 semaines. On s'entend-tu que Bermudez, entre attendre qu'MVP l'appelle pour un gros combat payant pour Undisputed, puis attendre l'appel de United Promotion, le choix n'est pas dur. Je pense pas qu'United est capable d'accoter ce qu'MVP va payer pour les 3 titres à Bermudez. Maintenant, ça va être tous les titres vont être chez MVP. Sarah Bailey, oui, elle a des contacts chez MVP, mais n'est pas signée chez MVP. Elle a fait un combat sur une de leurs cartes en copromotion. Sa meilleure chance, à court terme, moyen terme, ça va être de se replacer mandatoire pour être capable peut-être de faire ordonner un combat. Là aussi, il y a du travail à faire, puis elle a l'air bien confiante, dire la vie continue, puis tout ça, mais il y a du là, le vrai travail commence, la patience. C'est comme quand Kim a perdu contre Bermudez, puis il a fallu qu'elle prenne toutes sortes d'adversaires après ça pour se replacer. C'est là que ça peut être long, ça peut être décourageant, il va falloir rester focus sur l'objectif. On va voir. Mais il n'y a pas de clause de rematch, selon ce que j'ai entendu. Fait qu'on verra. Une autre qui n'a pas eu tant de succès dans son combat de championnat, une autre de nos Canadiennes, c'est Alexa Skubicki, que j'aime beaucoup. C'était un peu prévisible quand même, parce qu'elle s'est fait appeler à 3 semaines d'avis pour prendre ce combat d'Undisputed. Oui, elle était en camp d'entraînement depuis 12 semaines avec Jasmina Japotoshina chez elle, qui est une bonne boxeuse, mais qui n'est pas une gauchère, qui n'a pas le frame de Fundora. Tu sais, c'est sur les grandes tribunes, c'est pour Undisputed. Kubicki a 22 ans, elle n'a pas cette expérience-là. Cela étant dit, même si elle a eu beaucoup de coups, puis que c'était un arrêt qui était justifié, je n'ai pas trouvé qu'elle avait tant mal fait à comparer à d'autres adversaires de Fundora qui ont vraiment, elle, eu de la misère. L'avantage de Kubicki, c'est que maintenant, elle sait où elle se positionne dans la hiérarchie.
on a Fundora au top, puis elle sait qu'est-ce qu'elle est capable de prendre de Fundora. Elle connaît le poids des coups. Maintenant, il faut retourner travailler, faire des ajustements, parce que le coin lui donnait des instructions que je trouvais qui n'étaient pas nécessairement appropriées pour le combat qu'elle était en train de livrer. Donc, il y a peut-être des ajustements au coin et à la stratégie à faire. Mais 22 ans, dans 2 ans, elle va en avoir 24. Probablement que Fundora ne sera même plus dans cette catégorie-là. Oui, Marie, si elle a 22 ans, dans 2 ans, elle va avoir 24. En théorie, là, elle devrait être encore en âge. Ce que je voulais dire, c'est encore un âge où 88% des filles n'ont pas passé pro. Là, fait que, tu sais, vraiment, elle est en train de... Elle est dans la pente, est en croissance. Tu sais, il n'y en a pas de problème. Là, mais ça, dans sa besace, c'est une superstar déjà à Edmonton. Là, elle a Serron dans le championnat du monde. Donc, c'est que contre une P4P, tu sais, entre toi et moi. Là. Contre une championne unifiée, il n'y a aucun problème. Dans 2 ans, on va la revoir en championnat du monde, puis peut-être même avant. Il faut qu'elle prenne son temps, il faut qu'elle peaufine. Il faut qu'elle peaufine, puis moi, je me dis, pourquoi pas? Les gens ont tout dit, pourquoi qu'elle accepte ça? Mais moi, je me disais, pourquoi pas rendu là? Va te mesurer pour savoir t'es rendu où. Puis, en sachant que Fundora est là, puis elle est là maintenant, là, elle peut essayer de combler. Non, elle ne va jamais combler parce que Fundora est trop grande. C'est sûr qu'il faut être sur le bout des pieds pour combler pour vrai. Mais Fundora, quelle boxeuse exceptionnelle quand même. On dirait qu'à chaque combat, Laurent, elle nous sort des nouveaux outils qu'on n'a jamais vus. Fundora est capable de descendre à 108 livres, imaginez-vous donc. Elle pourrait monter jusqu'à 126 livres dans le futur, facile, parce qu'elle est grande, puis son métabolisme va ralentir. Donc, à un moment donné, elle va pouvoir faire le poids dans des catégories plus élevées. Je pense que cette fille-là, elle va nous amener de la boxe exceptionnelle dans la prochaine décennie. C'est ce que je pense. Dans les prochains 10 ans, là, ce nom-là va être sur toutes les lèvres. En plus d'être une très bonne personne, c'est une boxeuse qui est comme une éponge. Elle absorbe tout ce qui se passe quand ça va moins bien, quand ça va bien, elle va l'absorber. Puis en l'absorbant, elle va le consolider en quelque chose, en des nouveaux outils. C'est quelqu'un qui a énormément de IQ box. Son frère aussi, mais elle, moi, me surprend son frère, je l'aime pas. Arrête donc. Moi, je l'aime, elle, en tout cas. C'est particulièrement spectaculaire. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que je peux te parler d'une fille qui s'appelle Taïsi Gallagher? Oui, tu peux. Surtout tu connais-tu son histoire? Non, mais tu connais-tu Taïsi Gallagher? Non. Je vais t'expliquer quelque chose d'assez particulier. Ce samedi, elle affrontait une fille qui s'appelle Ellie Halliwell en Angleterre, 2 boxeuses invaincues. Taïsi Gallagher, elle revenait d'une longue inactivité. Au mois de janvier dernier, elle devait affronter Bonnie Jones. Puis le combat a été pratiquement la veille, ou pratiquement, en tout cas, pas longtemps avant, ça a été annulé comme ça, sans raison. Il y avait une raison, finalement. C'est que Taïsi Gallagher, il y a eu un drame terrible dans sa famille. Sa belle-mère et sa belle-sœur se sont fait attaquer à la maison par l'ancien conjoint de la fille. Sa belle-mère a été assassinée. Sa belle-sœur a été presque victime d'un féminicide aussi. C'était une tentative de féminicide double, dans le fond. On l'a vu rentrer dans le ring cette semaine. Elle a dû prendre un long moment, une longue pause. C'était un traumatisme terrible dans sa vie. Puis on l'a vu rentrer dans le ring avec un costume brandé, avec la photo de sa belle-mère défunte, Diane Cleary. Vous pouvez aller lire là-dessus. C'est quelque chose. Je voulais juste saluer que cette boxeuse-là, Taïsi Gallagher, qui est une excellente boxeuse à 122 livres, dans ma tête, l'une des meilleures, qu'on ne voit pas assez. Là. Je trouvais que ça prenait quand même... C'est quelque chose de pouvoir de revenir, puis c'était émotif. Toute sa famille, toute la famille de son conjoint était là. Elle a fait un beau retour, puis elle a fait un beau salut à sa famille, à sa belle-mère décédée. Là. J'ai trouvé que c'était émouvant quand même. Le ring walk et tout ça, là, les gens se posaient des questions, ils m'écrivaient « C'est qui ça, Diane? » Parce qu'on voyait Diane écrit là-dessus. Donc, je voulais l'expliquer au podcast parce qu'il y a à peu près 15 personnes qui m'ont demandé c'était quoi l'histoire de Diane sur son pantalon. Bravo! Fait que c'est vraiment ça. C'est l'histoire un peu dramatique qui se passe au Canada. On entend parler de féminicide, mais ça se passe aussi en Angleterre. Vous voyez, puis donc ça se passe dans toutes les sphères de la société.
Alors, je voulais juste... D'ailleurs, j'appuie le gouvernement fédéral qui veut rendre les peines plus sévères pour les féminicides, là, que ce soit tout de suite meurtre au premier degré, puis qu'on ne s'obstine même pas. C'est important pour moi de le mentionner au nombre de questions que j'avais eues. Je voulais juste expliquer un peu c'était quoi son kit de ring walk, pourquoi on voyait Diane partout dans ce combat-là, le mot Diane. C'est un petit peu ça qui est arrivé. Emma Kongora, ancienne adversaire de Martine Vallière-Bisson, ancienne adversaire de Caroline Vert. Et Martine, là, quand tu y parles, et elle l'aime pas, Emma Kongora. L'autre fois, j'y en parlais, puis elle me disait « Ouais, c'est sûr, hein, grand coup de tête », puis elle était vraiment fâchée, ça, je le dis. Ben, Emma Kongora avait gagné le WBA Gold un petit peu plus tôt l'année dernière en affrontant Camilla Panatta en France, un petit peu plus tôt cette année, en fait. Puis, ça l'a intéressé Tiara Brown, qui lui a offert sa première défense optionnelle de titre à 126 livres pour le titre WBC. Et donc, Emma Kongora s'en venait super confiante au Texas pour affronter Tiara Brown. Bon, j'ai trouvé... Laisse-moi parler un peu de ce combat-là. Je n'ai pas trouvé que c'était un grand combat. Emma a commencé en force. Je ne sais pas, Tiara était vraiment au ralenti. Je ne sais pas si elle avait pris pour acquis qu'Emma allait être pas bonne. En fait, j'allais dire, je ne sais pas si elle a pris de la drogue. Non, mais je ne sais pas si elle avait pris pour acquis qu'Emma était pas bonne. Mais c'est pas vrai qu'Emma est pas bonne. Et Emma, dans les premiers rounds, les 2 premiers rounds, a fait mal paraître Tiara Brown, honnêtement. Tiara Brown, par contre, s'est ajustée par la suite et a été capable d'aller chercher son combat. Il n'y a pas de controverse sur le résultat. J'ai trouvé qu'Emma Kongora, même si elle essayait des choses, je trouvais qu'à peu près autour du 5e, 6e round, on commençait à manquer de gaz un petit peu. Je ne sais pas si c'est lié au type de préparation, mais on appelle ça gazé out. Là, ben, j'avais l'impression qu'elle était très, très fatiguée vers le 6e round. Mais je ne trouve pas que Tiara Brown a tant profité de cette fatigue-là. Oui, elle paraissait bien, elle faisait des belles choses, mais je trouvais que le rythme était un petit peu lent de ce combat-là. J'ai un message pour Tiara Brown. Garde au chaud la ceinture qui appartient à Caroline Vert. Ouh! C'est Caroline, sa mandatoire. Donc, dans le fond, en choisissant Emma et en ne choisissant pas Caroline pour cette défense optionnelle, c'est un peu faire à Caroline ce que Sky Nicholson lui a fait. Et Tiara Brown avait tant reproché à Sky Nicholson de la docker. Donc, en tout cas, on va voir la suite, mais c'est sûr que la place de mandatoire sur ce combat, c'est celle, sur cette ceinture, c'est celle de Caroline Vert. Je pense que Caroline Vert a un rythme qui va être intéressant. Des rythmes des combats, Caroline est très, très en forme. Elle lance beaucoup de volume. Et elle a un as caché avec Samuel Descaries-Drolet. Elle a un très bon coach pour faire ce type de préparation. Est-ce que ce combat-là va avoir lieu dans les prochains mois? Je pense que Tiara Brown n'est pas obligée de faire de défense obligatoire avant le mois de mars. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, c'est pas ça le plan de Caroline. Peut-être aussi que ça va l'être. On verra. C'est les négociations qui pourront être entamées peut-être en temps et lieu avec Salita Promotion et Overtime. À suivre. À suivre. J'ai un sujet de plus ici. Laurent, Elise Cottenay et Yokasta Vaillé qui ont été ajoutés sur la carte du 14 novembre chez MVP. Tu sais, on parlait de Kim tantôt qui pourrait affronter Yokasta, mais Yokasta doit quand même affronter en premier Yadira Bustios, qui est le 14 novembre, qui est une très bonne boxeuse. By the way, c'est pas une élève facile à mettre devant Yokasta. C'est quelqu'un qui est compliqué, qui est difficile, que j'ai croisé à Montréal, by the way, parce que MVP l'a amené au gala. Donc, elle était là, Yadira Bustios, qui est une latine des États-Unis. Elise Cottenay s'en va pour Undisputed, elle, face à Mayeli Flores Rosquero. C'est la seule ceinture qui lui manque, la ceinture de Rosquero, qui est la WBA. Alors, on va voir si notre amie Elise Cottenay est capable de devenir Undisputed en sous-carte de Tank Davis. Mais toi, Marie, la question que tout le monde veut savoir à la maison, quand le combat de demi-finale entre Léla Baudouin et Alicia Baumgartner se termine, est-ce que tu écoutes quand même la finale avec Jake Paul? Non. On va te coucher.
On va me coucher. Non, moi, je regarde mes combats féminins, puis quand c'est terminé, c'est sûr, si c'était Beterbiev contre Bivol, la finale, je le regarderais, là. Oui, les amis, je regarde de la boxe Oui, de garçon aussi. Tu regardes juste pas Jake Paul contre. Ça m'intéresse pas tant de regarder Jake Paul contre Tank Davis. Est-ce que je vais regarder le reste de la carte? La réponse est oui. La carte est pour l'instant, j'ai pas tout vu ce qu'il y avait dessus, mais me semble une très bonne carte. Marie, je ne sais pas si on a fini un peu le tour des sujets. Je voulais juste une question pour toi. Qu'est-ce qu'on sait de Jessica Camara qui s'en va se battre dans l'Ouest canadien? On sait, l'adversaire, c'est une adversaire pour revenir à l'activité. C'est un combat qui descend pour Jessica. Elle va pouvoir reprendre un rythme de victoire avec ça. C'est correct, c'est le fun parce que une promotion de l'Ouest canadien, il n'y en a pas beaucoup. Moi, à chaque fois que je vois de la boxe dans l'Ouest canadien puis que je vois qu'ils mettent des filles dessus, sur les cartes, je suis contente en partant. Puis Jess, elle donne des bons spectacles, Jess Camara. Donc, pour eux autres, c'est une super ambassadrice pour la boxe féminine sur une carte de l'Ouest. Maintenant, est-ce que Jess va gagner ce combat-là? Je m'attends que oui, qu'elle va le gagner de belle manière. Jess, il faut se rappeler, là, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était en sous-carte de Taylor Serrano 3. Et elle l'avait très bien fait face à Chantel Cameron. Non, elle n'avait pas gagné. Non, ce n'est pas un vol. Non, mais elle avait très bien fait. Il y avait des rounds très serrés. C'est ça, il y avait des rounds serrés là-dedans. Il y avait des rounds que oui, on le donnait à Cameron, puis on le savait, mais c'était quand même par une petite marge. Là, moi, j'aime beaucoup Jess Camara. Il ne faut jamais penser que Jess Camara est fini. Jess Camara, c'est la meilleure underdog du marché. La Road Warrior numéro 1. Ah oui, puis tu sais, autant elle a eu de la difficulté que Caroline Dubois, puis ça s'est mal passé. Tout de suite après, elle enchaîne avec Cameron où elle montre qu'elle n'est pas finie. Tu sais, c'est vraiment le meilleur modèle pour expliquer à quelqu'un qu'une défaite ne te définit pas. Disons que c'est la définition du mot résilience. Là, j'ai une autre question pour toi, parce que j'ai vu plein d'affaires passer, mais je ne les ai pas pris en note. Est-ce que Natasha Spence, ça, c'est une Canadienne? J'ai vu qu'elle allait se battre aussi, mais contre une fille qui revient de 2 ans de congé, là. Oui, Natasha Spence, ça va avoir un combat. Si je ne me trompe pas, donne-moi une seconde, c'est qui l'adversaire? Il me semble que c'est un combat à 154 livres, mais contre une fille qui va revenir à 140 plus tard. Oui, donne-moi une seconde. Natasha Spence, je le sais très bien. J'en ai parlé même. J'aime bien Natasha Spence parce que c'est quand même, je trouve que c'est une vraie dure à cuire. Puis j'aime ça sur le. Mais oui, elle va se battre contre Mary McGee. Elle se bat contre Mary McGee et Natasha Spence. Mary McGee veut revenir à 140, mais je pense que ce combat-là est à 154. Oui, mais Mary McGee, c'est une. Oui, c'est exactement ça. Mary McGee, c'est une boxeuse qui a été championne du monde IBF. Rappelez-vous, elle était dans le Road to Undisputed où Camara, Chantel Cameron, tout ce monde-là, Kelly Reese était. Puis, c'est un grand retour pour Mary McGee. Mary McGee, je pensais qu'elle avait terminé sa carrière. Elle a eu un bébé, mais je pense qu'elle voit la vague présentement avec MVP, Salita Promotion, puis elle se dit, ben, moi aussi, je veux faire partie de la vague. Donc, c'est sûr que pour elle, faire un retour, une tentative de retour est importante. Ils ont choisi Natasha Spence, qui sert beaucoup de... je te dirais de barème. Hein? C'est comme un gatekeeper d'une certaine manière. Natasha Spence, c'est une fille qui est assez tough pour faire des bons combats puis te faire mal paraître, mais qui n'est pas championne du monde. Il faut bien paraître contre elle ou il faut bien faire contre elle pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est vraiment un gatekeeper. C'est une fille qui accepte tous les défis. Je suis contente pour Natasha Spence qui a une opportunité ici. Mary McGee, ça va être un défi qui est plus difficile qu'on pense. Natasha Spence, après une longue inactivité, c'est pas simple de prendre Natasha Spence. C'est pas comme quelqu'un qu'on sait qu'il va boxer soft. Elle boxe pas soft, Natasha Spence. Donc, il y a elle qui se bat. Donc, il y a ce combat-là qui se bat bientôt. Il y a aussi Desley Robinson qui va se battre contre Logan Haller en sous-carte de Plata contre... c'est un combat qu'il faut surveiller. Pour Tam? Pour Tam, parce que il ne faut pas oublier que Tam est sa mandatoire sur une de ses 2 ceintures. Tam est aussi mandatoire du titre laissé vacant par Olivia, parce qu'il y a eu un combat nul il n'y a pas longtemps entre Olivia Curry et Kay Scott sur la carte de Salita. Mandatoire depuis l'été sur ce titre
qui est resté vacant. Qu'est-ce que la WBA va faire avec ça? T'sais? Il va-tu avoir un rematch entre les deux ou ils vont donner tout de suite à Tam la chance de se battre pour le titre vacant contre une des filles? Je ne sais pas. Mais c'est sûr et certain qu'ici, moi, si j'étais, mettons, MVP, je ferais tout mon possible pour que Tam puisse avoir un shot sur le titre WBA pour ensuite faire une unification avec Desley Robinson. C'est beaucoup plus intéressant qu'aller tout de suite pour Desley. Mais si ce n'est pas possible, Desley Robinson puis Tam pourraient s'affronter rapidement. Là. C'est quelque chose. Donc, il faut vérifier ça. Un autre combat à vérifier, Laurent, sous peu, Emma Kozin, qui revient d'une longue inactivité et qui va affronter Cecilia Brækhus. C'est le dernier combat à vie de Cecilia Brækhus. Elle prend sa retraite après ça. Bon, elle l'a dit, là. Oui. Donc, c'est un combat en Norvège chez elle et c'est son dernier combat. Donc, elle essaye vraiment d'être championne dans 2 catégories de poids. Elle a été undisputed longtemps, 147. Là, à 147, là, c'est le retour à 154 pour essayer d'aller chercher ce titre. Rappelez-vous qu'elle avait fait un combat, si je ne me trompe pas, c'était pas contre Terry Harper, où c'était un combat nul. Ça ne s'était pas passé, il n'y avait pas eu de victoire. Bref, tout ça pour dire que ça va tout se passer dans les prochaines semaines. Voulez-vous de l'action? En v'là. Jessica Neri-Plata contre Lulu Juarez, Desley Robinson contre Logan Haller sur la même carte. Marie, est-ce qu'on essaie de faire le prochain podcast avant le combat de Spencer et Mikaela Mayer ou après? On va le faire après. Parce que je pense qu'on veut des résultats. On a déjà parlé un peu de ce combat-là, mais parlons-en 2 minutes, là, juste quand même, vu qu'on a... En conclusion du podcast, on prépare le plus gros combat du mois d'octobre. Marie Spencer, Mikaela Mayer à Montréal. C'est quoi ta prédiction? J'aime beaucoup Marie Spencer, mais si je regarde le momentum des 2 filles dans les derniers combats, puis je connais la technique un peu de Mikaela Mayer qui se sert beaucoup de sa main avant. Ça va être très difficile pour Marie Spencer. C'est peut-être, sauf que le petit ring pourrait avantager Mary Spencer quand même. Donc, j'ai hâte de voir les stratégies. J'ai hâte de voir les stratégies. C'est difficile. Tu sais, si on se fie, mettons, au dernier combat de Mary Spencer, on ne peut pas, elle avait une main brisée. Si on se fie à l'avant-dernier contre Maness, c'était difficile. Et on a senti que c'était difficile, qu'il avait manqué peut-être un petit peu de forme physique pour terminer le combat, que le souffle était lourd. Ça, c'est sûr que Mayer, elle n'aura pas... Mayer, elle a le souffle pour faire du round. Là. Donc, c'est difficile de se positionner parce que Spencer, elle a encore sa grosse main foudroyante, pareil. Mais c'est sûr que ces 2-3 derniers combats ont été peut-être. Les 2 derniers combats, mettons, ont été plus difficiles de ce point de vue-là. Mais Marie, sache que je trouve ça parfait parce que quand Spencer a signé avec Eye of the Tiger, ce qu'on a dû lui promettre ou ce qu'on a dû bâtir comme plan, c'était d'en arriver à un combat contre une super vedette où Spencer, avec une victoire, elle se propulse là, pour un an ou 2. Fait, on lui donne exactement ce pourquoi elle est passée chez les professionnels. Après ça, tout peut arriver dans un ring de boxe. Puis, tu sais, je veux juste saluer Eye of the Tiger là-dessus. Quelle carte, honnêtement. Je parle de boxe féminine, mais le boxe tout court, là, les 3 combats principaux sont vraiment intéressants. Ceux qui ont eu la chance d'avoir un billet, parce qu'il n'y en a plus, sont très chanceux. Puis les autres vont devoir trouver un moyen de regarder ça. Ça va être sur Punching Grace, c'est sûr, là, mais il faut absolument regarder cette carte, entre autres pour Mayer et Spencer. Mais il y a d'autres combats sur la carte qui sont vraiment super. Là. Le combat de Biarslanov est super. Le combat principal, l'autre combat est super aussi avec Wilkins Mathieu contre Shaquille Finn. Ce ne sera pas pour les 12. Finn est à Philadelphie pour s'entraîner. Mathieu, c'est comme on l'établit déjà comme la suite de Jean-Pascal et Adonis Stevenson. Ça va être fou. Le fait que ce combat-là soit au casino, Mayer-Spencer aussi, ça va donner, pour ceux qui vont être sur place, ça va donner toute une expérience. Parce qu'on voit l'action de proche partout au casino. On voit vraiment bien de partout. On entend bien le coup des gants. Donc, il y en a qui sont des détracteurs du casino.
Puis je comprends parce que ce combat-là aurait pu être fait dans un aréna. C'est un assez bon combat pour être sur une grosse carte. Mais comme c'est au casino, bien ceux qui vont être sur place, c'est sûr qu'ils vont avoir une expérience boxe le fun à cause de la proximité au ring, à cause de la manière dont le son voyage dans le théâtre du casino, dans le cabaret. Bref, j'ai hâte à ce combat-là. Je vais y être, Laurent, si j'obtiens une accréditation. Si je n'obtiens pas d'accréditation, il ne reste plus de billets, donc je suis cuit. En même temps, tu es marié à Albert, fait qu'ils vont te laisser rentrer. Mets-moi pas de pression. Sinon, tu l'écouteras à TV comme le peuple. Punching Grace aussi. Je vais le regarder à Punching Grace sinon, mais quel combat, honnêtement. C'est rêvé de penser que Michaela Mayer accepte de venir ici. On l'a vu sur toutes les grandes tribunes. Elle a été headliner au Madison Square Garden. On l'a vu en Angleterre 5 fois sur des grandes scènes avec Boxer. C'est vraiment le fun de pouvoir l'avoir ici. Peut-être qu'on ne l'aura plus jamais. Après. Ben là, peut-être. Profite-en au lieu d'être aussi défaitiste. Merci à tout le monde d'avoir été là et on se voit bientôt. Ouais, dans un mois. Bye, là! Bye!